Bonsoir à tous. Mon nom est Gabriel Colasodo. Je suis gestionnaire de l'éducation et des services aux patients chez Myelome Canada. Je tiens à vous remercier de nous joindre ce soir pour cette présentation éducative de Myelome Canada sur le myélome et les reins. Notre présentatrice sera Dr. Virginie Royal, chef du service d'anatomopathologie au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Est de l'île de Montréal et professeure adjointe du département de pathologie et biologie cellulaire à l'Université de Montréal. Après la présentation, si vous souhaitez avoir plus d'informations, nous vous invitons à télécharger notre infoguide sur le myélome et les reins sur notre site web www.myelome.ca sous l'onglet Ressources. Vous trouverez une sous-section avec nos publications éducatives. Tous nos webinaires sont enregistrés et téléchargés sur notre chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué quelque chose ou si vous souhaitez revoir les diapositives. La présentation est enregistrée. La présentation sera disponible à partir de demain. Pour trouver notre page, vous pouvez visiter www.youtube.com et taper Myeloma Canada en anglais dans la barre de recherche. Vous pouvez également accéder à notre page YouTube à partir de notre site web en cliquant sur la sous-section Vidéo éducative Myelome Canada sous l'onglet Ressources. Si vous souhaitez poser une question pendant cette présentation, tapez vos questions à l'aide de la fonction Questions sur votre panneau GoToWebinar sur votre écran à la droite. Toutes les questions reçues seront traitées et répondues à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je passerai le microphone au Dr. Virginie Royal pour partager avec nous ce soir le rôle des reins et pourquoi et comment ils peuvent être affectés par le myélome. Ben, bonsoir, merci beaucoup Gabriel pour la présentation, puis merci beaucoup pour l'invitation. Juste avant de commencer, là, je vais essayer de traduire un petit peu ce que Gabriel a dit pour me présenter. En fait, c'était dans des termes un peu plus simples, c'était pour vous dire en fait que moi je suis médecin, mais je suis médecin pathologiste, c'est-à-dire que c'est une médecine qui est plutôt de laboratoire. Moi, en fait, je j'ai pas mes propres patients, mais je vois des petits bouts de patients que j'analyse au microscope, puis pour poser des diagnostics. Donc, c'est une spécialité qui est diagnostic, la pathologie. Puis pourquoi ce soir, ben, je me retrouve à vous présenter les maladies rénales ou en fait les atteintes rénales liées au myélome multiple, c'est parce que ma spécialité, c'est vraiment l'analyse des biopsies rénales. On va y revenir au concept de biopsie. Mais c'est vraiment parce que je m'intéresse particulièrement aux reins et en plus, je m'intéresse particulièrement aux maladies rénales qui sont liées au myélome multiple. Je travaille au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, mais c'est aussi l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où on a un gros centre d'hématologie, où on a quand même une grande population de patients qui sont suivis pour un diagnostic de myélome multiple. C'est donc en partie pour ça que je me suis intéressée beaucoup à ces maladies-là. Puis je vous dirais que les projets de recherche auxquels je participe en ce moment sont beaucoup portés sur ces maladies-là, sur comment en fait mieux diagnostiquer ces maladies-là, puis ultimement comment mieux traiter les maladies rénales liées au myélome. Donc, sans plus attendre, je vais commencer ma présentation. Donc, voici le plan de la présentation. On va commencer par parler de l'anatomie des reins. On va commencer par la base. Ensuite, les différentes fonctions des reins, hein, parce que les reins ont plus qu'une fonction. Par la suite, on va aborder le cœur du sujet, je vous dirais donc le risque de maladies rénales liées au myélome multiple, en parlant des différents types d'atteintes rénales, les symptômes que vous pourriez éventuellement, j'espère que non, ressentir quand vous avez une maladie rénale. Ensuite, les tests diagnostiques pour détecter justement les maladies rénales, puis finalement les traitements de ces maladies-là. Donc, la première partie de la présentation, l'anatomie des reins. Donc, peut-être que vous le savez déjà, on a chacun de nous, on a deux reins, donc qui sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale. C'est des organes qui sont
en forme de haricot qui pèse entre 160 et 200 grammes, hein, dépendamment de si vous êtes un homme, une femme, de votre taille, si vous êtes très grand ou très petit. Ce sont des organes qui reçoivent beaucoup de sang, hein. On dit que le rein reçoit 20% du débit cardiaque, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre cœur pompe, il y a 20% de ce qui est pompé qui va passer par vos reins. Les reins sont ensuite de ça connectés à la vessie par les uretères, hein. C'est par là que l'urine va être, je vous dirais, amenée à la vessie, puis ensuite déversée à l'extérieur. Donc ici, on a une image, hein, qui nous montre bien la localisation des reins qui sont dans la partie postérieure, je vous dirais, de l'abdomen. Le rein gauche est légèrement plus, en fait, est en position un peu plus supérieure par rapport au rein droit. Par-dessus le rein, vous avez les glandes surrénales. Donc, rein droit, rein gauche. Ici, en jaune, vous avez les petits uretères. Donc, finalement, les petits tuyaux qui vont acheminer l'urine à partir du rein jusqu'à la vessie. Ici, c'est un schéma que je trouvais quand même assez intéressant. C'est tout le réseau vasculaire qu'on peut voir dans un rein. En rouge, vous avez les artères, puis en bleu, vous avez les veines. C'était vraiment pour mettre en évidence l'importance des vaisseaux sanguins qui sont présents dans chacun des deux reins. Donc maintenant, on va passer aux différentes fonctions qu'occupent les reins. Donc comme je le disais, les reins vraiment ont plusieurs fonctions. Je vous dirais, la principale, c'est de filtrer le sang, hein. En filtrant le sang, on va avoir la production d'urine. À quoi ça sert, la production d'urine? Bien, c'est d'abord d'éliminer certains déchets, mais aussi d'éliminer l'excès de fluide. Vous savez, quand vous mangez, buvez, vous assimilez du liquide qui éventuellement va être absorbé par vos intestins, va être transporté dans la circulation sanguine, puis c'est le rein qui va être principalement responsable d'éliminer la quantité de liquide en excès que vous allez avoir accumulé. Le rein aussi a une fonction importante dans le maintien de taux normaux d'électrolytes, on en reparlera. Puis finalement, le rein est aussi impliqué dans la production de certaines hormones. Donc, tout d'abord, l'élimination des déchets par la filtration du sang. Bien, l'unité, en fait, le petit filtre qui va filtrer le sang pour ultimement produire l'urine s'appelle le néphron. Le néphron est constitué du glomérule. On va le revoir sur plusieurs images. Puis finalement, des tubules. Le sang va entrer dans le glomérule. Une certaine portion du sang qui entre dans le glomérule va être filtrée pour ensuite passer dans le tubule. Les tubules qui vont se fusionner pour devenir de plus en plus grands pour finalement se déverser dans l'uretère. L'uretère qui va acheminer l'urine jusqu'à la vessie. La production d'urine, on le dit, c'est surtout pour l'expression de substances, de déchets, en fait, hein, qui sont produits par le métabolisme du corps humain, qui peuvent parfois même être toxiques, puis aussi éliminer l'excédent de fluide. Donc, encore une fois, ici, on a un rein qui est coupé en deux, hein. Si on prend une petite portion de rein, là où on a le petit cercle, puis qu'on le regarde au microscope, bien, on va découvrir, en fait, les néphrons, hein. Dans chaque rein, on a 1 million de néphrons, c'est énorme. Donc, au total, vous avez 2 millions de néphrons, donc 2 millions de glomérules. Ce nombre de glomérules-là diminue avec l'âge de façon normale. Donc ici, en fait, on a la schématisation d'un petit glomérule dans lequel le sang pourrait entrer, être filtré, passer dans le tubule qui, ultimement, des tubules qui se fusionneraient, qui se déverseraient dans l'uretère pour finalement aller vers la vessie. De façon schématique, ici, on a un petit glomérule, donc le sang qui arrive ici par un vaisseau, le petit vaisseau qui est sur la droite, qui passe à travers un réseau, hein, de petits vaisseaux sanguins qui est assez complexe. Dans ce petit réseau-là, en fait, qui agit comme un filtre, le sang et les déchets vont passer vers le tubule, donc vers le haut.
pour finalement former l'urine. Le sang qui n'a pas été filtré, donc, va sortir de l'autre côté du glomérule, ici, sur le petit vaisseau qui est sur la gauche. Donc, on le dit encore, hein, le rein a donc une fonction importante dans le contrôle de la quantité d'eau qui est dans votre corps et aussi d'électrolytes et de substances aussi toxiques qui seront excrétées dans l'urine. Quand on parle d'électrolytes, bien, on parle, je vous dirais, des minéraux, hein, comme le sel, le potassium, le calcium. Le rein va avoir une fonction importante dans la régulation de ces taux d'électrolytes-là dans le sang. On a parlé aussi de production d'hormones. Donc, le rein est impliqué dans la production de certaines hormones. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'érythropoïétine, qui est une hormone qui sert à la production de globules rouges. C'est une hormone qui va aller stimuler les cellules qui produisent les globules rouges. Ensuite de ça, le rein, c'est aussi l'endroit où la vitamine D va prendre sa forme active. Puis la vitamine D, c'est une hormone qui est importante dans le contrôle du taux de calcium dans le corps. Puis finalement, le rein est responsable de la production de rénine qui est très importante dans le contrôle de la tension ou de ce qu'on appelle aussi la pression artérielle. Donc, vous voyez que le rein vraiment occupe plusieurs fonctions. Maintenant, on aborde tout de suite, en fait, le risque de maladie rénale qui est associé avec le myélome multiple. Bien, malheureusement, je vous dirais que les patients qui sont porteurs d'un myélome ont un risque qui est relativement important de développer une maladie rénale. Il y a jusqu'à 20% des patients qui, au moment du diagnostic, vont présenter une atteinte rénale. Il y a même certains patients chez qui on va découvrir le myélome par une maladie rénale. C'est aussi important de souligner qu'il y a environ 50% au total des patients qui vont développer une maladie rénale après le diagnostic. Donc, vous voyez, c'est des chiffres qui peuvent être impressionnants. On va essayer de voir quelles sont les différentes atteintes qui sont décrites dans le myélome, puis aussi de parler de traitement, puis de comment est-ce qu'on peut essayer de minimiser les risques de maladie rénale dans le cadre du myélome. Donc, pourquoi est-ce qu'on développerait une maladie rénale dans le cadre d'un myélome multiple? Bien, je vous dirais d'abord, c'est par la production d'une protéine qui est anormale par les cellules myélomateuses. Puis, cette protéine-là anormale peut aller se déposer dans le rein et causer des maladies rénales. Je vais l'expliquer un peu plus en détail plus tard. L'hypercalcémie, hein, qu'on retrouve souvent chez les patients qui ont un myélome, peut aussi être toxique pour le rein, ainsi que la déshydratation. Puis finalement, il y a certains médicaments. Hein, malheureusement, les médicaments ont parfois des effets secondaires qui sont néfastes. Donc, certains médicaments qui peuvent être toxiques pour le rein. Donc, on disait qu'une des raisons pour laquelle on pouvait développer une maladie rénale, c'était à cause de la production d'une protéine anormale. Peut-être que vous le savez déjà, le myélome, en fait, c'est un cancer du plasmocyte. Puis le plasmocyte, c'est la cellule qui est responsable de la production d'anticorps. Un autre mot qu'on utilise pour anticorps, un mot qui est un peu plus médical, je vous dirais, c'est l'immunoglobuline. Donc, dans le cadre d'un myélome, on a des plasmocytes qui prolifèrent et qui produisent en quantité excessive des immunoglobulines qui vont se retrouver dans le sang. Un patient qui n'a pas un myélome, ou en fait une personne normale qui n'a pas de myélome, produit une variété assez étendue d'anticorps ou d'immunoglobulines dans son sang. La différence quand on a un myélome, c'est que l'immunoglobuline qui est produite est toujours la même. Donc, on se retrouve avec un excès d'une immunoglobuline et de toujours la même immunoglobuline, ce qui n'est pas très pratique pour la défense contre les infections, hein, parce que les anticorps, normalement, c'est impliqué dans la défense contre les infections. Donc, le fait d'avoir cette immunoglobuline-là qui est toujours la même,
Ça va être plutôt nuisible pour ce qui est de la défense contre les infections. Puis c'est ce qu'on va appeler l'immunoglobuline monoclonale. Monoclonale, ça veut dire que ben, c'est toujours la même. D'autres noms pour cette immunoglobuline-là, c'est protéine monoclonale ou alors protéine M. Donc, les cellules myélomateuses produisent cette protéine M, qui est une immunoglobuline ou un anticorps. Hein. Normalement, un anticorps, c'est constitué de deux chaînes d'immunoglobulines, deux chaînes lourdes qu'on voit ici, c'est en fait les chaînes qui sont un peu plus longues, puis de deux chaînes légères, qui sont les petites chaînes qui se surajoutent sur les deux chaînes lourdes, qui produisent une espèce de structure en forme de Y. Bon, cette immunoglobuline-là, qui est détectable dans le sang, peut être constituée, comme on a vu, d'une immunoglobuline qui est complète, c'est-à-dire avec les deux chaînes lourdes puis les deux chaînes légères. Mais il peut y avoir aussi un excès de chaînes légères seules, donc des chaînes légères qui vont se retrouver dans le sang, qui seront libres dans le sens qu'elles ne seront pas associées avec la chaîne lourde comme dans une immunoglobuline normale. Donc, cet excès de production de chaînes légères qui circulent dans le sang, on va appeler ça les chaînes légères libres. Hein? C'est quelque chose que j'imagine qu'on a mesuré souvent dans votre sang. Mais ces chaînes d'immunoglobulines-là sont malheureusement toxiques pour le rein. Puis, elles peuvent être toxiques de différentes façons. C'est-à-dire que les chaînes d'immunoglobulines ou les chaînes légères, pardon, ce sont des toutes petites protéines qui peuvent passer à travers le glomérule, puis se retrouver dans le tubule en grande quantité. Quand les chaînes légères se retrouvent en grande quantité dans le tubule rénal, elles peuvent former des petits bouchons, hein, ce qu'on va appeler des cylindres. On les appelle même les cylindres myélomateux, qui vont être constitués de chaînes légères, puis qui vont obstruer, donc boucher, les tubules dans le rein. Quand on a en fait des tubules qui sont bouchés comme ça par des chaînes légères qui forment des cylindres, mais c'est là où on va avoir une insuffisance rénale, donc une maladie rénale qui va être très importante. Les chaînes légères libres peuvent aussi s'accumuler ailleurs dans le rein. Ils peuvent s'accumuler dans le glomérule pour faire des maladies comme, par exemple, l'amyloïdose. Donc, l'amyloïdose, c'est une forme d'accumulation de chaînes légères, mais dans le glomérule. Donc, vous avez vu que l'accumulation des chaînes légères dans le rein peuvent être la cause d'une maladie rénale. Maintenant, une autre cause de maladie rénale, eh bien, c'est l'hypercalcémie. Les os, en fait, hein, c'est des organes qui sont vivants, qui sont toujours en train de comment on pourrait dire, de s'effriter un peu et de se reconstruire un peu. Donc, c'est vraiment des organes qui sont dynamiques. Hein. On a tendance à penser à des os comme si c'était quelque chose de statique, mais non, hein, c'est vraiment, il y a un effritement qui est normalement couplé avec une production d'os pour maintenir en fait des os en bonne santé. Dans le myélome, on a un déséquilibre entre la formation puis l'effritement ou ce qu'on appelle la résorption osseuse. Puis cet effritement-là est responsable de la libération de calcium dans le sang qui va mener à l'hypercalcémie. Et puis, le seul fait d'avoir une hypercalcémie dans le sang, ça peut causer des dommages aux reins. Puis, un des facteurs qui peuvent aggraver, en fait, les lésions aux reins dues à l'hypercalcémie, c'est la déshydratation. C'est pour ça ici que je vous ai mis en caractère gras que l'hydratation est très importante pour diminuer le risque de maladie rénale liée à l'hypercalcémie. Mais même en dehors de l'hypercalcémie, la déshydratation, c'est vraiment un facteur qui peut aggraver la maladie rénale. C'est pour ça qu'on va vous recommander de rester bien hydraté, de consommer de l'eau, hein, du liquide, mais vraiment on favorise l'eau sur n'importe quelle autre forme de liquide. En particulier, on va vous demander d'éviter le plus possible le café, l'alcool, les boissons gazeuses, je dis autant que possible. Hein.
Donc, de rester bien hydraté hein, avec, je vous dirais, une dose ou une quantité d'eau qui varie un peu de 6 à 8 verres d'eau par jour, mais c'est vraiment quelque chose qui est à discuter, ça aussi, avec votre équipe de soins. Parce que c'est vrai qu'il y a certains patients chez qui, par exemple, les patients qui sont dialysés, chez qui on va absolument pas recommander de prendre d'aussi grandes quantités d'eau. Mais je vous dirais que généralement, 6 à 8 verres d'eau, ça reste une recommandation qu'on peut appliquer à la majorité des patients qui présentent un myélome multiple. Mais ça va permettre, en fait, le fait d'être bien hydraté, de mieux éliminer les déchets, en particulier les médicaments et les toxines, et de diminuer l'hypercalcémie. Bon, vous prenez certains médicaments parce que vous êtes porteur d'un myélome multiple. Et sachez que malheureusement, certains de ces médicaments-là peuvent être toxiques pour les reins. En particulier, je vous dirais les biphosphonates. Hein, c'est un médicament qui est éliminé par le rein. Donc, il va falloir faire attention, vérifier la fonction rénale. Puis justement, chez les patients qui ont des reins qui fonctionnent un peu moins bien, puis on va ajuster la dose en fonction de la maladie rénale. Donc, les patients qui ont une maladie rénale vont recevoir une dose ajustée, réduite de biphosphonate. Les AINS, hein, là ici, on parle d'Advil, de naproxen. Donc, les AINS sont déconseillés chez les patients qui sont porteurs de myélome. Hein. Les AINS, c'est des anti-inflammatoires. Ça peut être utile dans le contrôle de la douleur, mais on va recommander à la place d'utiliser plutôt du Tylenol que d'utiliser des AINS. Aussi, attention, hein, parce qu'il y a certains produits qui sont en vente en pharmacie qui n'ont pas nécessairement besoin de prescription, qui peuvent être toxiques sur le rein. Donc, tous les produits que vous prenez qui sont en vente sans ordonnance, bien, ça vaut la peine de s'informer auprès de votre équipe de soins pour voir si ces suppléments-là sont toxiques ou non pour vos reins. En termes de symptômes de la maladie rénale, bien, il faut savoir que bon, les symptômes de la maladie rénale sont assez peu spécifiques. Hein? On parle de soif, de fatigue, maux de tête, perte d'appétit, nausées, vomissements. Nausées, vomissements, c'est surtout dû à l'accumulation, par exemple, de toxines. Hein? Les reins qui travaillent moins bien ou dont la fonction est altérée vont moins bien éliminer des toxines qui vont s'accumuler dans le corps, qui peuvent causer des symptômes, par exemple, comme les nausées, vomissements. Mais c'est des symptômes qui sont au total, comme je disais, assez peu spécifiques et qui sont pas toujours présents, en fait. D'où l'importance de tester la fonction rénale par des analyses. Quels sont les tests diagnostiques qui vont nous aider à détecter les maladies rénales? Bien, les prises de sang. On va aller mesurer la créatinine. La créatinine, c'est un déchet qui est normalement filtré par le rein. Donc, chez un patient qui va présenter une maladie rénale, donc des reins qui fonctionnent moins bien, on va avoir une accumulation de créatinine dans le rein, donc dans le sang. Donc, quand on va mesurer la créatinine, ces niveaux-là vont être augmentés. On a dit aussi que le rein est impliqué dans la sécrétion de certaines hormones comme l'érythropoïétine. Bon, le rein qui marche moins bien, ou le patient qui présente une insuffisance rénale va ou peut éventuellement avoir une baisse de l'érythropoïétine qui va mener à une diminution du taux de globules rouges qu'on appelle communément l'anémie. Donc, on va mesurer la créatinine, on va mesurer le taux de globules rouges. Il y a aussi une autre mesure qui est assez intéressante à calculer qui s'appelle le taux de filtration glomérulaire. C'est une mesure qui est beaucoup plus précise de la fonction rénale, qui est calculée à partir de différentes variables comme la créatinine, l'âge, le sexe, l'origine ethnique. Puis, c'est aussi une mesure, en fait, qu'on peut suivre dans le temps pour voir la progression, l'amélioration de la fonction rénale. L'analyse d'urine aussi est assez importante parce qu'on peut voir, en fait, si il y a des protéines anormales, par exemple, dans l'urine. Est-ce que le glomérule laisse passer trop de protéines dans l'urine qu'on peut mesurer? Et puis, finalement, la biopsie rénale. Dans certains cas,
Cliniquement, on va être incapable de porter un diagnostic spécifique de maladie rénale. On va être obligé d'aller prélever un petit morceau, je vous dirais, c'est assez minuscule, ça mesure, je vous dirais, 1,5 cm de long par quelques millimètres de large. Donc, on va aller prélever avec une petite aiguille un petit bout de rein qu'on va analyser au microscope. Puis comme je vous disais tout à l'heure, moi, c'est vraiment mon métier, c'est ce que je fais dans la vie. J'analyse les biopsies rénales. Donc, on va procéder à une analyse attentive de la biopsie rénale pour poser un diagnostic spécifique, puis aider l'hématologue ou le néphrologue. Hein. Le néphrologue, c'est le médecin qui s'occupe des maladies rénales. Donc, pour aider le néphrologue ou l'hématologue à traiter adéquatement ces patients en fonction du diagnostic qui va avoir été posé sur la biopsie rénale. Bon, maintenant, en termes de traitement des maladies rénales, bien, généralement, hein, je pense que c'est vraiment une généralité là, de dire que le traitement du myélome sous-jacent va améliorer la fonction rénale. C'est aussi important de savoir que dans la majorité des cas, la maladie rénale va être réversible. C'est pas parce que vous présentez une atteinte rénale à un certain moment de votre évolution dans la maladie que cette maladie rénale va persister pour toujours. Il y a des causes d'insuffisance rénale ou de maladie rénale qui sont tout à fait réversibles. Par contre, il faut être conscient qu'il y a un certain pourcentage de patients, on parle de jusqu'à 10% des patients, qui vont présenter une maladie rénale terminale ou grave au point où les reins vont complètement cesser de fonctionner. C'est des patients qui vont nécessiter un traitement de dialyse, donc un traitement pour remplacer la fonction des reins. On va en parler un petit peu plus tard. Juste vous rappeler que quand même le dépistage précoce de la maladie rénale liée au myélome est associé avec une meilleure chance de prévenir les lésions rénales. Puis c'est aussi pour ça que les tests de laboratoire, par exemple la créatinine, vont être faits de façon régulière pour être capable de dépister de façon précoce les atteintes rénales liées au myélome. Donc, on le disait, hein, le traitement du myélome sous-jacent va souvent être associé avec une amélioration de la maladie rénale. On a dit aussi qu'il y avait quand même certaines maladies rénales qui étaient causées par cette accumulation-là dans le rein de la protéine M, hein, de l'immunoglobuline monoclonale et des chaînes légères. Donc, un des buts du traitement, ça va être justement de diminuer cette immunoglobuline monoclonale-là dans le sang. Un des médicaments qui est très efficace quand il y a une atteinte rénale aiguë, c'est les stéroïdes à forte dose, en particulier hein, la dexaméthasone. C'est un médicament qui va permettre de diminuer rapidement les taux de chaînes légères dans le sang et conséquemment d'améliorer de façon, je vous dirais, le plus rapide possible la fonction rénale. Donc, des traitements plus classiques aussi, comme le bortezomib, qui vont être utilisés pour traiter le myélome, qui vont avoir comme conséquence de diminuer aussi la protéine M et donc d'améliorer les maladies rénales. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs études qui sont en cours, plusieurs autres modes, en fait, quelques autres modes de traitement qui sont actuellement à l'étude pour voir si justement on peut, en les utilisant, améliorer la fonction rénale des patients qui présentent ce type de maladie-là. Je pense en particulier à des filtres spéciaux hein, qu'on utilise pour filtrer le sang des patients qui présentent des atteintes rénales liées avec des taux de protéine M qui sont très élevés, des filtres pour enlever en fait rapidement la protéine M dans le sang pour essayer justement de diminuer les conséquences sur le rein. Donc, c'est vraiment des études qui sont en cours actuellement. Donc, voilà.
Bon, à part les traitements qui sont très, très actifs ou comme par exemple les stéroïdes à haute dose, le bortezomib, il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire qui sont plus accessibles. Donc, la première des choses, bien, comme je vous le disais plus tôt, c'est de se tenir bien hydraté. Je vous le rappelle, 6 à 8 verres d'eau par jour. C'est vraiment, je vous dirais, quelque chose d'assez accessible à faire. Je ne dis pas que c'est toujours facile de boire 6 à 8 verres d'eau par jour, mais c'est quelque chose qui va définitivement diminuer votre risque d'avoir une atteinte rénale. Encore une fois, je veux parler de l'exception des patients qui sont dialysés, hein, chez qui il faut absolument pas boire 6 à 8 verres d'eau par jour. Bon, le traitement de l'hypercalcémie aussi par biphosphonate, hein, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien contrôler. Parce qu'on a dit que l'hypercalcémie en soi pouvait causer la maladie rénale. Donc, c'est sûr que si on a un taux de calcium qui est bien contrôlé, on va diminuer le risque d'avoir une maladie rénale. Évidemment, éviter les suppléments de calcium. Puis, je l'ai dit tout à l'heure, parce que quand même, hein, biphosphonate, c'est vrai que ça aide d'un côté en diminuant l'hypercalcémie, mais d'un autre côté, c'est un médicament qui peut être toxique pour le rein. Donc, il faut toujours faire la balance, je vous dirais, entre les deux. Puis surtout, ajuster les doses de biphosphonate si, ben, en cas de maladie rénale. Encore une fois, éviter les AINS, plutôt favoriser le Tylenol AINS. On parle de Motrin, Advil, Voltaren. Bon, dans des cas, je vous dirais, un peu particuliers ou de maladies rénales assez avancées, on peut avoir besoin d'érythropoïétine, hein, de Léprex, d'hormones, en fait, de remplacement quand le rein est incapable de produire de façon adéquate l'érythropoïétine. On va remplacer cette hormone-là par des injections sous-cutanées dans le but de stimuler la production de globules rouges. Dans certains cas aussi, pour protéger le rein de certaines maladies rénales, on peut donner de l'allopurinol. C'est pour éviter, en fait, chez certains patients qui reçoivent, par exemple, des traitements de chimiothérapie, chez qui on a une dégradation des cellules myélomateuses assez rapide, avec la libération dans la circulation de certains produits qui peuvent être toxiques sur le rein. Ben, l'allopurinol va aider à l'élimination justement de ces produits toxiques et va prévenir les complications justement reliées à l'élimination de ces déchets. Bon, dans une minorité de cas, donc à peu près 10% des patients, malheureusement, la maladie rénale va évoluer puis va mener à l'insuffisance rénale terminale. Ce qu'on appelle insuffisance rénale terminale, c'est quand les reins arrêtent de fonctionner complètement. Je vous dirais que, bon, c'est quelque chose qui est tout à fait grave, mais d'un autre côté, ce qu'on peut considérer comme étant une chance, c'est qu'il existe des traitements de remplacement de la fonction rénale. Donc, on peut avoir des reins qui sont complètement non fonctionnels, puis continuer à vivre de façon, je vous dirais, presque normale en utilisant la dialyse. Mais la dialyse, c'est un traitement qui reproduit, pardon, j'ai oublié un T à reproduit, ou qui remplace plusieurs des fonctions rénales. C'est un traitement qui peut être temporaire hein, dans certains cas, c'est-à-dire que vous pouvez présenter une insuffisance rénale qui est grave, mais qui va rentrer dans l'ordre. Au contraire, vous pouvez présenter une insuffisance rénale qui est grave, mais qui va être permanente. Puis à ce moment-là, vous allez nécessiter des traitements de dialyse qui vont être permanents. Donc, on a deux types principaux de dialyse. Donc, l'hémodialyse, qui est la forme, je vous dirais, la plus classique, puis la dialyse péritonéale. Bon, l'hémodialyse, c'est le traitement, comme je disais, le plus classique de dialyse, qui est en fait sous la forme d'une machine hein, qui va filtrer le sang. On va avoir un petit tube de plastique qu'on va insérer dans un vaisseau sanguin qui va aller finalement récupérer le sang,
le sang va passer dans une tubulure, puis dans un filtre, puis va finalement être réinjecté dans la circulation du patient. Donc, ce filtre-là, qui est sous forme d'une machine, va vraiment reproduire, en fait, la fonction rénale, donc remplacer les reins qui présentent une maladie rénale qui est terminale. La dialyse péritonéale, je vous en parle rapidement, c'est plus rarement utilisé chez les patients qui sont atteints de myélome. C'est un type de dialyse qui se fait à la maison par l'insertion d'un petit tube flexible dans l'abdomen. On va injecter par ce petit tube-là une quantité de liquide qui va rester dans l'abdomen. Puis, les déchets vont être transférés à partir de la circulation sanguine vers le liquide de dialyse dans l'abdomen qui va ensuite être évacué par un petit tube de plastique. L'avantage, c'est que, bon, on peut faire ça à la maison. C'est quand même quelque chose qui doit être fait plusieurs fois par jour, qui prend un certain temps, donc 30 à 40 minutes. Mais contrairement à l'hémodialyse, avec la machine, en fait, qui va filtrer le sang, on n'a pas besoin de se déplacer à l'hôpital puis de passer de longues heures à l'hôpital puis se déplacer 3 à 4 fois par semaine pour aller passer 4 à 5 heures à l'hôpital. Parce que, bon, vivre avec la dialyse, ça nécessite beaucoup de temps, surtout quand on choisit ou quand on doit avoir recours à l'hémodialyse, comme je le disais. Ça implique qu'il va falloir aller à l'hôpital 3 à 4 fois par semaine, 4 à 5 heures à chaque fois. Donc, c'est certain que ça a des impacts assez nombreux sur le quotidien. Puis, c'est quelque chose qui n'est pas banal. Il peut y avoir des effets secondaires qui sont possibles. Par exemple, la fatigue, une pression artérielle aussi qui peut être basse, certaines infections aussi qui peuvent se produire, des crampes musculaires, des démangeaisons cutanées, mais c'est tous des effets secondaires, ça, qui sont, je vous dirais, qui devraient être discutés avec votre équipe de soins si jamais vous avez besoin d'un traitement d'hémodialyse. Donc ici, en fait, parce qu'on arrive vers la fin de la présentation, je voulais terminer en fait en vous rappelant ou en vous donnant quelques conseils qui sont plutôt généraux pour essayer de maintenir vos reins en bonne santé. Donc la première des choses, évitez de fumer. Vous avez vu au début de la présentation que le rein, c'est un organe qui était très vascularisé, donc beaucoup de vaisseaux dans le rein. La cigarette, ça abîme les vaisseaux, donc conséquemment, ça va abîmer le rein. Maintenir une bonne pression artérielle, la même chose. La pression artérielle, c'est les vaisseaux. Quand on a une haute pression artérielle, on abîme nos vaisseaux, donc on abîme nos reins. Comment est-ce qu'on maintient une bonne tension artérielle? C'est de ne pas consommer trop de sel, de maintenir un poids santé. C'est sûr aussi que de faire un peu d'exercice, ça ne peut pas nuire, mais c'est toujours selon les recommandations de votre équipe de soins. Si jamais vous êtes atteint du diabète, ça va être très important de contrôler sa glycémie parce que le diabète, ça affecte les reins de façon assez fréquente. Puis finalement, je vous le répète encore, de rester bien hydraté. Ça peut vous éviter beaucoup de conséquences au niveau de vos reins. Donc, finalement, ma dernière diapositive, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de rester vigilant quant à l'apparition de nouveaux symptômes. On a dit que les symptômes n'étaient pas très spécifiques, parfois, c'était pas même pas présent, mais quand même, je vous invite à rester à l'écoute de ces symptômes-là, puis de consulter votre équipe de soins au besoin. Aussi, de rester très intéressé à vos analyses sanguines. Je vous ai un peu parlé de la créatinine, du taux de filtration glomérulaire. C'est des valeurs que vous pouvez prendre en note, que vous pouvez suivre dans le temps pour vous intéresser en fait à la santé de vos reins. Puis surtout de ne pas hésiter à poser des questions suite à cette présentation-là ou encore quand vous allez consulter votre équipe de soins pour vous assurer en fait que vos reins sont en bonne santé, puis que si vous présentez une maladie rénale, de vous intéresser finalement
à l'évolution de votre maladie rénale. Donc, sur ce, je vais m'arrêter, puis je vais prendre les questions s'il y en a. Sachez que si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête au cours des prochains jours, moi, je serai toujours ouverte à répondre à vos questions, même si c'est pas ce soir, à un autre moment. Ça me fera toujours plaisir. Donc, je vous remercie. Merci, Dr. Royal, pour cette excellente présentation. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Alors, pour rappeler tout le monde, pour taper les questions, on utilise la fonction questions sur le panneau GoToWebinar sur votre écran. Pendant que j'attends des questions qui rentrent, je vais vous rappeler que cette présentation a été enregistrée et il sera sur notre chaîne YouTube à partir de demain. Alors, vous allez à www.youtube.com et vous tapez Myeloma Canada en anglais dans YouTube et tu devrais voir notre chaîne YouTube. La présentation va être là demain. OK, je vais vérifier s'il y a des questions. Non, non, pas encore. On va donner une autre trentaine de secondes. Comme Dr. Royal l'a mentionné, si vous avez des questions demain ou cette fin de semaine, vous pouvez les envoyer à mon courriel. Je pense que vous l'avez toutes avec les courriels de rappel pour le webinaire que vous avez reçu. Et même contact@myeloma.ca. Vous pouvez envoyer vos questions là et je vais les relier au Dr. Royal pour répondre aux questions. Alors, encore pas de questions, Dr. Royal. Alors, je pense qu'on va terminer le webinaire ici. Parfait. Merci beaucoup encore pour cette présentation. Super, merci. Merci et bonne soirée à tous.